Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Il n'y Caroline. avait pas énormément de surprises. Vous êtes élu vendéen, vous êtes donc venu avec une écharpe ce matin. Vive les herbiers, vive la Vendée. Oui, malgré la défaite. Ah oui, mais il y a des défaites qui sont belles. Et seul le sport peut nous permettre de vivre ce qu'on a vécu hier soir. Les Herbretais qui ont fait voler bien haut dans le ciel parisien, dans le Stade de France, vous imaginez, eux ne l'imaginaient pas il y a quelques mois, les couleurs de la Vendée. Et c'est fabuleux parce que c'est une belle aventure, un tout petit poussé, un tout petit budget. Et ils ont rempli d'admiration le cœur du supporter vendéen, mais aussi de beaucoup de Français. J'espère d'ailleurs que ça sera un bel exemple pour les jeunes Vendéens, mais aussi pour les jeunes Français. Voilà, c'est le sport, vive les valeurs du sport. Bon, sans transition aucune, on passe à l'accord iranien. Le président Trump décide donc le retrait de Washington du traité nucléaire iranien. Le président américain a fait ce qu'il avait dit pendant sa campagne. La France aura donc échoué à le faire changer d'avis. Bien sûr, c'est un échec. À quoi servent ces journées où on s'embrasse, où on se touche, où on se palpe, si M. Trump, de toute façon, n'en fait qu'à sa tête. Il n'en fait qu'à sa tête sur l'accord de Paris, l'accord sur le climat. Il n'en fait qu'à sa tête pour cette décision, qui est une très mauvaise décision, qui va conforter le clan opposé à M. Rouhani, c'est-à-dire le clan le plus conservateur, le plus dur des mollahs, et qui en même temps va relancer dans cette région la prolifération nucléaire, puisque si l'Iran est amené à se retirer de cet accord, j'imagine que le clan sunnite avec l'Arabie saoudite va aussi se lancer dans cette folle course à la prolifération nucléaire. Donc le problème aujourd'hui, c'est quelles peuvent être les solutions de la France face à la décision de Donald Trump. Il faut se tourner vers l'Europe. Je rappelle qu'on a des entreprises françaises, il y a des grands groupes français qui font du business en Iran et qui vont subir les conséquences de plein fouet de la décision du président américain. Comment est-ce qu'on peut gérer une décision comme celle-ci lorsqu'on est la France ? En ne s'alignant pas sur M. Trump. Je pense que là, l'Europe a une carte historique à jouer, et notamment la France, mais avec l'Angleterre, qui est toujours européenne, qui le sera toujours d'ailleurs par l'aspect géographique et historique et culturel, civilisationnel, et puis l'Allemagne. Je pense que nous devons discuter avec l'Iran, aux côtés de la Russie, aux côtés de la Chine, et surtout ne pas s'aligner sur M. Trump. Par ailleurs, l'Europe a un outil pour contrer ce qu'on appelle l'extraterritorialité des lois américaines, le fait que les Américains imposent aux entreprises européennes leurs lois, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Avec des sanctions parfois très lourdes. Avec des sanctions de milliards, bien sûr, de milliards de dollars. Eh bien, il y a une directive que personne ne connaît, qui n'a jamais été mise en œuvre, de 96, qui permet de contrer ce genre de choses. Je pense que l'Europe doit devenir une Europe puissance et arrêter de courber les chines vis-à-vis de notre allié. Il restera notre allié. Les États-Unis d'Amérique sont notre allié, bien sûr, historique. Mais M. Trump ne peut pas être suivi dans les désordres qu'il est en train de causer au monde. Le gouvernement présente son projet de loi de révision constitutionnelle. Ça y est, c'est en Conseil des ministres ce matin. Il s'agit de revenir aux sources de la Ve République. Voilà ce que dit Édouard Philippe. Ça devrait vous convenir, ça. Non, bien sûr que ça n'est pas la Ve République, c'est plutôt la Quatrième République avec une dose de proportionnelle. Non, ce qui est préoccupant dans cette révision, parce que pourquoi faire une révision? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Je pense que cette révision, elle va affaiblir le Parlement. C'est incroyable. On a fait déjà 24 révisions constitutionnelles. Pratiquement toutes ont voulu rééquilibrer les pouvoirs d'un Parlement qui est terriblement affaibli sous la Ve République. Et là, on voit bien que ça risque de sceller une pratique personnelle et autoritaire du pouvoir vis-à-vis de M. Macron. En quoi? Quelle disposition donne plus de pouvoir à Emmanuel Macron? Le fait de contraindre le Parlement, le fait, par exemple, de contraindre le droit d'amendement, le fait que le gouvernement, l'exécutif reprennent la main sur l'ordre du jour, c'est incroyable. Comme si le président de la République n'avait pas suffisamment de pouvoir. Il faut concentrer encore plus de pouvoir entre ses mains. Aller plus vite, être plus efficace, Pourquoi faire pas en sorte, par exemple, que les discussions... Chaque personne qui vous regarde aujourd'hui sait bien que les discussions sur le budget durent des semaines et des semaines. Passer de 50 jours contre 70 actuellement. Mais vous savez, on est les premiers, les parlementaires, à pâtir de cette trop longue discussion. Le Sénat, d'ailleurs, a montré que nous nous sommes réformés. Avec Gérard Larcher, nous avons adopté une réforme de notre procédure. Simplement, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est le Parlement qui doit payer? Je vais vous citer un exemple. Les lois Macron, elles ont été votées en 2015. Est-ce que vous savez qu'il y a des décrets d'application qui ne sont toujours pas sortis? Alors, qui est responsable de cela?
Ah ben c'est le gouvernement, puisque les décrets d'application, c'est le gouvernement qui doit les prendre, c'est C'est pas un le faux Parlement. procès, c'est un faux procès qui est fait au Parlement sur le manque d'efficacité, de Mais rapidité. ça dénote, si j'ose dire, un trait de tempérament de l'exécutif. Les réformes sont toujours injustes. Il y a toujours un bouc émissaire. Donc là, il faut que ce soit le Parlement, mais il n'y a rien à reprocher. On va baisser le nombre de députés et sénateurs. Très bien, pourquoi pas. Les Français sont pour. Pourquoi est-ce qu'on ne baisserait pas aussi le nombre, d'ailleurs, des ministres ? Emmanuel Macron, lorsqu'il a fait son discours sur l'Europe à la Sorbonne, avait dit non, il faut simplement, non pas 30 commissaires européens, mais 15. Ben, il faut s'appliquer à soi-même ce que l'on réclame et ce que l'on demande pour les autres. Que va-t-il se passer maintenant, Bruno Retailleau? Est-ce que ça se joue en réalité entre deux hommes, entre Gérard Larcher et le président de la République? Non, ça se joue maintenant dans un processus institutionnel parce que le temps désormais est venu du débat parlementaire. Donc les choses sont assez simples. Ou le gouvernement a une oreille attentive aux propositions. Parce que vous savez, une révision constitutionnelle ne peut pas être le fait d'un seul parti, d'un seul homme. Parce que ça engage la démocratie française. C'est un bien public, la Constitution. Donc, où il montre un peu d'ouverture, et alors, je pense que c'est possible de faire une révision constitutionnelle, on peut la faire aboutir. Si le gouvernement est comme depuis des mois et des mois, totalement bloqué, ce sera compliqué. Gérard Larcher a fait trop de concessions? Mais non, le problème de Gérard Larcher, je le connais bien, il a tout fait pour trouver un compromis. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il pensait trouver ce compromis, mais le gouvernement revenait ensuite sur ses positions initiales. Vous savez, pour trouver un compromis, il faut être deux. Il faut que la bonne volonté soit partagée. C'est l'information de la nuit. La faculté du Mirail à Toulouse a été évacuée ce matin. Elle était occupée depuis près de 2 mois. Est-ce que vous saluez au moins la fermeté du gouvernement ce matin? Oh, vous savez, c'est facile. Quelques dizaines d'étudiants, il n'y a pas de problème. La fermeté du gouvernement, elle a échoué dans la ZAD. Vous savez, c'est un dossier que je connais bien. La violence des zadistes a payé puisqu'on n'aura pas d'aéroport. Et en plus, il y a plus de zadistes aujourd'hui sur la ZAD qu'il y en avait il y a 3 mois. Ça, c'est pas une caricature. Ils sont vraiment plus nombreux aujourd'hui. Ils sont plus nombreux, bien sûr. Il n'y a pas eu d'évacuation. Ils ont gagné. Ce qui encourage aujourd'hui toutes les violences. Et on l'a vu avec le 1er mai, avec les fameux Black Blocs. Et moi, je propose un texte de loi parce qu'on a une forme de violence qui est très nouvelle, qui vient de l'ultra-gauche. Ils opèrent masqués, coordonnés, organisés. Et en fait, nos réponses judiciaires sont trop faibles. Sur les 109... Qu'est-ce que vous proposez, Bruno Retailleau? Je propose, c'est simple, un dispositif préventif pour que les forces de police puissent avoir des périmètres de sécurité, on puisse filtrer, qu'on puisse en même temps fouiller. Alors, il y a des questions de droit qu'il faut regarder et des sanctions. S'appuyer, par exemple, sur la loi de 2010, vous savez, la burqa, c'est 150 € d'amende. Mais la burqa, c'est un problème particulier. Pour sanctionner ceux qui sont cagoulés. Qui sont cagoulés, il faut augmenter la sanction et les rendre sans doute solidaires des dégâts qu'ils font pour qu'on puisse les appeler à la réparation. Il faut être extrêmement ferme vis-à-vis de cette forme de violence, parce que pour eux, la violence, c'est un défoulement, c'est une forme d'expression. Ils veulent casser du flic. C'est inadmissible. Merci beaucoup, Bruno Retailleau. C'est à vous, Laurent.